Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. C'est la première fois que je fais cette présentation devant autant de monde. Je suis en Master 2, donc merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler de la perception du bien-être des chevaux par les gérants de structures équestres. J'ai réalisé une enquête au printemps 2022, donc l'année dernière. Donc au sommaire, je vais vous présenter rapidement le projet bien-être social dont fait aussi partie Anna Flamand qui a fait une communication, il y a trois communications je crois, voilà. Ensuite, je vais vous parler plus précisément de la méthodologie de l'enquête, des résultats et de l'analyse de cette enquête, et puis une petite discussion autour de ce qui est ressorti. Voilà. Donc, le projet bien-être social, c'est un projet qui a été porté par Sophie Boyer de Lidl et coordinatrice du réseau Équin, si je ne me trompe pas, et de Odile Petit du CNRS. Et donc, c'est un projet qui vise à favoriser les relations sociales des chevaux en structure équestre. Comme on l'a déjà dit de nombreuses fois depuis tout à l'heure, le box individuel sans interaction avec un congénère, ça peut générer un stress social et ça peut avoir des implications, notamment sur l'état général du bien-être, mais aussi les capacités cognitives du cheval et ses performances au travail. Donc, cette enquête que j'ai réalisée, c'est une enquête qualitative qui avait trois objectifs principaux auprès des gérants, c'est-à-dire premièrement comprendre leur perception du bien-être, mais aussi questionner l'impact de l'hébergement individuel sur la vie sociale des équidés de leur point de vue évidemment, et puis identifier leur réticence ou leur motivation à d'éventuels changements de pratique. Donc il faut savoir que comme c'est une enquête qualitative, elle se base sur la diversité des points de vue de ces gérants et non pas sur une validité statistique, une représentativité statistique, et je pense que c'est important de le dire. C'est pour ça que j'ai une méthodologie d'enquête sociologique, donc avec une phase exploratoire pour s'imprégner du sujet, qui demandait aussi d'avoir quand même quelques connaissances en éthologie du cheval. Préparer un guide d'entretien et puis ensuite j'ai contacté une soixantaine de gérants en tout pour obtenir finalement 13 entretiens semi-directifs d'environ 1 heure qui se passaient donc sur le lieu de travail de l'enquêté, souvent sa structure équestre qui est souvent aussi son lieu de vie par ailleurs. Donc j'ai fait 3 entretiens en Ille-et-Vilaine en Bretagne et 10 dans le Bas-Rhin en Alsace. Et donc, ce sont des entretiens semi-directifs. Le but est vraiment de laisser la parole le plus possible à l'enquêté et seulement de recadrer sur le sujet si besoin. Ce qui permet quand même d'aller assez en profondeur dans ses conditions de travail, son discours, etc. Et ensuite, j'ai fait une analyse thématique et une analyse typologique. Donc, l'analyse thématique, elle vise à voir les dimensions un peu transversales des discours entre les gérants, avec notamment les grandes lignes de ce qui ressort et plutôt ce qui les rassemble. Et l'analyse typologique, elle vise plutôt à faire émerger des profils types de gérants en fonction de ce qui les différencie, ce qui les discrimine entre eux, suivant différents facteurs qui ont pu être alimentés par l'analyse thématique également. Donc, concernant les résultats et l'analyse, ce qui est ressorti, c'est que les connaissances théoriques sur le bien-être sont assez solides de la part des gérants. Quand je dis assez solides, c'est qu'on me mentionne au moins les 3 grands piliers du bien-être équin, donc qui ont pu être résumés ici sous la forme de ce petit schéma de Lauren Fraser, donc Friends, Forage and Freedom, donc avoir des contacts sociaux, une alimentation en quantité et en qualité, et Freedom, donc non pas la liberté complète, mais assez d'espace au moins pour se mouvoir. Et donc les gérants me citent en général ces 3 grands piliers-là, à leur manière bien évidemment, mais il faut savoir que la vie sociale est très rarement citée en premier. C'est plutôt l'alimentation en général. Et de ces connaissances théoriques ressortent différentes pratiques. Donc il y a certaines structures équestres dans lesquelles la vie sociale est entièrement possible, donc souvent les chevaux vivent en groupe. D'autres structures qui ne priorisent pas cette vie sociale et d'autres qui ne la permettent complètement pas. Et c'est donc de voir ces dynamiques-là ressortir qui m'a permis ensuite de faire une analyse typologique des gérants. Donc une analyse typologique, elle se construit sur 2 axes. C'est donc la perception de l'hébergement en box que j'ai pris ici comme critère en fonction de la logique de l'entreprise équestre. On a un premier axe donc sur cette perception, plutôt défavorable ou plutôt favorable. Et ensuite, un deuxième axe à 2 modalités aussi, sur la logique de l'entreprise équestre. Donc, si c'est plutôt une logique centrée sur l'animal ou plutôt une logique de performance. Et quand je dis performance, ça s'entend à la fois au sens économique du terme, mais aussi au sens sportif du terme. Et donc, à partir de ces axes-là, on peut placer les différents gérants et voir qu'il y a certains groupes qui se forment un peu naturellement.
et donc que j'ai dénommé moi-même. Bien sûr, ce ne sont pas des catégories existantes, mais c'est un outil sociologique. Donc il y a des personnes qui étaient plutôt défavorables à l'hébergement en box et plutôt dans une logique centrée sur l'animal, donc que j'ai appelé acteurs ou actrices du bien-être. Il y a les optimisateurs, optimisatrices sous contrainte, qui sont vraiment à l'intersection de ces différentes problématiques. Et puis ceux que j'ai appelés les gestionnaires productivistes, qui sont plutôt favorables à l'hébergement en box et plutôt dans une logique de performance équestre et économique. Je vais vous détailler un petit peu ces trois types-là et ce qui est ressorti. Donc les acteurs et les actrices du bien-être placent l'animal et son bien-être au centre de leurs préoccupations, comme le nom l'indique. Ce sont plutôt des structures de petite taille. Donc quand je dis petite taille, c'est en général entre 10 et 20 chevaux, voire moins. Et il y a une forte affirmation de l'identité de la structure, c'est-à-dire que si ça ne plaît pas au client, clairement, il peut partir. Le cheval, c'est un véritable compagnon de vie. C'est souvent des troupeaux de chevaux pérennes qui accompagnent le gérant depuis de nombreuses années, et la gérante. Et puis, dans cette logique-là, les chevaux vivent plutôt à l'extérieur. Et les activités équestres sont aussi plutôt des activités d'extérieur, donc de loisirs aussi, donc de la randonnée, ou alors ce qu'on appelle de l'équitation éthologique maintenant, de l'équifil, de l'équifun et toutes leurs variantes qui ont aussi un peu le vent en poupe maintenant. Donc voilà, les gérants sont assez réfractaires au box et ils sont assez critiques envers les institutions de ce point de vue-là, notamment la Fédération française d'équitation qui, pour eux, ne les accompagne pas assez dans leur démarche et qui est trop centrée sur une pratique sportive de l'équitation et donc qui ne leur correspond pas vraiment. Ensuite, on a les optimisateurs, optimisatrices sous contrainte. Alors, ces profils-là sont vraiment très intéressants puisqu'ils sont dans un compromis en fait, entre le bien-être des chevaux et la fonctionnalité de la structure. Alors, on pourrait dire que c'est comme ça pour toutes les structures équestres, et c'est vrai, il y a toujours ce tiraillement entre la rentabilité et puis le bien-être animal. Mais ici, ça se voit particulièrement puisque ce sont souvent de grosses structures. Donc, j'ai mis moyenne à imposante, ça correspond à peu près entre 30 et 70 chevaux. Et donc, dans ce genre de structure, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées pour des types de publics très, très différents. Le cheval, c'est plutôt un coéquipier à ce moment-là. Et donc, il y a une pratique de la compétition qui est valorisée, mais plutôt dans un esprit amateur ou bon enfant. Et puis voilà, surtout cette importance de la satisfaction de la clientèle qui est beaucoup ressortie. Le contact avec l'humain est aussi en général assez important aux yeux de ces gérants et ces gérantes-là. Et donc, il plaide plutôt pour un usage raisonné du box, c'est-à-dire que préférentiellement, s'il le pouvait, il mettrait les chevaux en pâture. Mais dans la pratique, justement à cause de ces contraintes fonctionnelles liées à l'emploi du temps, à l'organisation des cours, etc., les chevaux peuvent être finalement souvent hébergés individuellement. Donc là, il y a aussi un petit décalage, encore une fois, entre les connaissances et la pratique. Et puis, on a enfin ceux que j'ai appelés les gestionnaires productivistes, donc qui sont plutôt dans une performance économique et sportive de l'équitation, qui proviennent souvent d'ailleurs d'une équitation classique ou de compétition et qui souhaitent vraiment aussi garder cette identité-là dans leur structure équestre. Donc pour eux, le box n'est pas vraiment néfaste pour les chevaux, ou bien ils s'y sont habitués. Les chevaux possèdent effectivement peu d'espace, ils sont souvent dans ces box-là, pour aussi un objectif de rentabilité. Et puis le contact humain, là par contre, est assez réduit, c'est-à-dire que ça a été montré aussi par certaines études, mais lorsque le gérant n'est pas très apte aussi à gérer à la fois ses salariés, mais aussi les différents propriétaires, devoir faire face à des conflits d'intérêts entre eux, etc., eh ben, ça se reporte sans doute sur les chevaux, mais ça se reporte aussi dans son rapport lui-même à l'animal. Et c'est ça qui est très intéressant. Et on voit que, par contre, ils ont, comme je vous ai dit au départ, une idée du bien-être en théorie qui est bonne, qui est conforme aux préconisations scientifiques. Et donc, il y a vraiment cette discordance entre leur perception et leur pratique. Et là, l'écart se voit d'autant plus. Donc, je vais revenir sur ce petit schéma pour comprendre un peu les raisons de l'hébergement individuel, puisque je les ai beaucoup aussi interrogés là-dessus, donc notamment pour ceux qui ne priorisent pas ou qui ne permettent pas la vie sociale. Et en fait, c'est évidemment des questions de sécurité ou de praticité qui ressortent. Sécurité, puisqu'on a peur que les chevaux se blessent entre eux lorsqu'ils sont en groupes sociaux. Il y a vraiment un biais sur les interactions négatives entre les chevaux, c'est-à-dire que quand on parle d'interaction sociale entre les chevaux, c'est toujours celles-ci qui ressortent en premier dans les discours des gérants, alors que
que ce ne sont pas forcément celles qui prédominent dans leur vie en troupeau, leur vie naturelle. Et puis aussi pour des raisons de praticité, l'hébergement individuel est plus valorisé puisque ça permet non seulement de ne pas avoir à aller assez loin chercher les chevaux au pré lorsqu'il y a des cours par exemple. Les chevaux ne sont du coup pas sales ou presque pas sales, donc ça peut éviter aussi des blessures au niveau du harnachement par exemple, ou lorsque le pansage serait mal fait. Voilà, pour plutôt des questions comme ça. Donc j'ai un peu discuté ce que j'ai trouvé là comme résultat auprès de ces gérants. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'ils se trouvaient dans un dilemme. Pour eux, il faut choisir entre soit mettre les chevaux en pâture ou du moins ensemble, et il y a des risques voilà, de blessures, comme je l'ai dit, et une organisation qui est moins fonctionnelle, ou bien les mettre en boxe, et là, il y a un mal-être. Donc en fait, ils se sentent dans une impasse. Ce que je peux comprendre puisqu'ils ne sont pas forcément toujours alertes aussi sur ces questions-là. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils peuvent sortir, qu'en fait c'est un faux dilemme et qu'il y a des solutions alternatives qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place, mais qui peuvent du moins être accompagnées. Je reviendrai sur ce point juste après. Donc par exemple, faire en sorte que les chevaux se connaissent plus progressivement. Se connaissent tout court, les socialiser plus progressivement, créer des groupes par affinité et peut-être aussi accueillir moins de nouveaux chevaux régulièrement pour favoriser une relation sociale sur le long terme entre les chevaux. Et ça, c'est vraiment un point important, je pense, puisqu'il y a des structures, notamment, pas forcément celles des gérants productivistes, mais plutôt ceux qui étaient vraiment à l'intersection, voilà, qui essaient de faire un compromis, qui justement ont un renouvellement de la cavalerie qui est très très fréquent et qui ne permettent pas en fait aux chevaux d'avoir des interactions sociales sur le long terme. Et ce qui explique aussi peut-être qu'il y ait des meilleures conditions pour les chevaux dans les structures qui ont un groupe pérenne, comme j'en parlais avec les acteurs et les actrices du bien-être. Et donc pour élargir un petit peu cette question-là des perspectives, donc comment mieux prendre en compte la vie sociale des chevaux, peut-être déjà cibler les chevaux qui sont le plus souvent hébergés en box, parce que ça c'est quelque chose qui est ressorti aussi. Il y a des chevaux, souvent, donc comme je l'ai dit, les chevaux de propriétaires qui sont plus hébergés en box, souvent à la demande des propriétaires, mais pas que. C'est aussi parfois une volonté de la structure et qui ne correspond finalement pas forcément aux attentes des propriétaires, mais c'est un fait. Ensuite, les étalons, donc comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'ils sont réputés plus dangereux et je pense qu'ils peuvent l'être à certains égards, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit eux aussi à une vie sociale. Des chevaux que j'ai appelés traumatisés, bon voilà, c'est par exemple des chevaux qui ont vécu en box quasiment toute leur vie et forcément quand on les met à la pâture, ben, ça doit leur faire un certain choc et donc ça ne veut pas dire que c'est le box qui est bon pour eux, mais peut-être qu'il faut prendre les choses peut-être pas à zéro, mais reprendre en tout cas les choses pour ces chevaux-là. Et puis les chevaux de compétition, parce qu'ils sont souvent très onéreux et donc à l'achat, et donc on les met dans des box pour les préserver au maximum de toute blessure, puisqu'effectivement ce seraient des chevaux qui ne pourraient plus être utilisés, etc. Donc peut-être se concentrer s'il fallait faire quelque chose sur ces chevaux-là. Appliquer aussi les engagements qui ont été pris, notamment avec la charte pour bien-être équin, qui a quand même été signée par les différentes composantes de la filière. Et qui a sorti aussi d'un guide de bonne pratique qui peut être utile et aussi d'un label FFE qui n'est peut-être pas idéal mais qui est existant néanmoins. Et puis mieux accompagner les gérants, mieux les sensibiliser peut-être à l'importance d'une vie sociale, puisque comme on l'a vu, il y en a qui n'en sont pas encore totalement convaincus, du moins dans les pratiques. Plus de conseils, plus de propositions d'infrastructures innovantes, et donc on retombe sur le fameux box de rencontre que je ne vous présente plus, et qui permet quand même peut-être quatre objectifs qui sont intéressants, qui peut être utilisé au quotidien pour des interactions sociales, mais aussi resocialiser un individu qui est resté seul pendant longtemps, introduire un nouvel individu dans un groupe ou comme box de quarantaine si la santé du cheval le permet évidemment. Et donc les réticences des gérants étaient plutôt d'ordre de croyance ou d'ordre idéologique plutôt que matériel ou financière. Ça c'est très intéressant aussi à relever. Voilà, je m'arrête parce que je crois que c'est fini. Merci beaucoup.